Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle revue de la littérature sur les infections associées aux soins qui intègre des articles qui ont été publiés entre mai et juillet 2015. Comme d'habitude, cette revue de la littérature intègre un certain nombre de journaux, que ce soit des journaux d'hygiène, de microbiologie, de maladies infectieuses ou encore de réanimation. L'article qui a été publié dans Clinical Infectious Disease qui essayait de démontrer, ou tout au moins de décrire, le transfert horizontal de gènes d'OXA48 chez deux espèces d'entérobactéries différentes au décours d'une épidémie. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris deux souches d'OXA48 isolées de 6 patients au décours de cette épidémie, avec une première phase d'antibiogramme avec des antibiogrammes qui sont identiques, puis après des phases de microbiologie ou de biologie moléculaire plus poussées avec du MLST, du Diversilab, et également essayer de voir quels étaient le potentiel de transmission in vitro de cette souche, de ce gène d'OXA48, et également in vivo avec deux modèles, un modèle de larve et un modèle murin. Et ce qu'ils ont démontré, c'est qu'il y avait bien évidemment un potentiel de transmission de cet OXA48 de la Klebsiella vers l'Escherichia coli chez un même patient, qu'il était favorisé par le fait qu'une antibiothérapie pouvait diminuer la flore barrière et donc augmenter à la fois la Klebsiella et l'Escherichia coli pour qu'il y ait le transfert de gènes possible. Et le troisième facteur est que finalement les transconjugants ou les transferts d'OXA48 in vivo sont beaucoup plus fréquents que ceux décrits jusqu'alors et beaucoup plus importants que ceux que l'on peut avoir sur des phases in vitro. Donc un article qui est intéressant et qui sera probablement le début d'autres travaux. Une seconde étude, toujours dans le domaine de la microbiologie, qui a été publiée dans JCM et qui essayait de voir et de démontrer que lorsque l'on est à la paillasse et que l'on utilise des milieux chromogènes pour détecter et identifier des BLSE, eh bien, lorsque l'on s'attache à l'identification et à la caractérisation d'une souche, on peut passer à côté de plein d'autres souches. Et c'est ce qui a été démontré grâce à des analyses de génotypie chez des individus à forte prévalence de BLSE au Cambodge, qui a montré qu'il y avait de l'ordre de 16 souches par patient porteur de BLSE qui pouvaient être isolées et qui avaient une génotypie différente, et ce qui montre bien qu'il y a des potentiels de dissémination et de transmission que l'on ignore et qui sont probablement sous-estimés dans des zones de forte prévalence, qu'elles soient hospitalières ou communautaires. Enfin, dernier article parlant de microbiologie, notamment de la sensibilité des dépistages pour les ERV, et une controverse qui est assez fréquente, notamment lors des épidémies, et qui a essayé de voir sur plusieurs milieux de culture, qu'ils soient solides ou liquides, qu'est-ce qui impactait la sensibilité du prélèvement. Ce qui a été démontré, c'est que les milieux solides sont supérieurs aux milieux liquides, que la sensibilité était accrue lorsqu'il y avait une identification à 48 heures par rapport à 24 heures, que la densité d'ERV au niveau fécal était importante, mais également la CMI de la souche qui, de temps en temps, ne permettait pas de distinguer la souche sur les milieux sélectifs. Donc, un papier qui revient sur cette controverse et qui accentue le trait sur le fait qu'il faut qu'il y ait un prélèvement qui soit bien chargé, qu'il faut bien caractériser la souche pour avoir une sensibilité importante de notre prélèvement. Nous changeons maintenant de domaine avec un article sur le risque infectieux au bloc opératoire qui a essayé de voir sur un panel d'interventions en chirurgie orthopédique de l'ordre de 1300 interventions dans 28 blocs opératoires avec système de ventilation turbulent ou unidirectionnel, l'impact que ces systèmes de ventilation pouvaient avoir sur le risque infectieux. Et comme d'autres articles précédemment montrent que finalement, il n'y a pas forcément un grand intérêt au flux unidirectionnel. En revanche, ce qui est montré dans cet article et qui est très intéressant, c'est que les comportements, eux, ont un réel impact, notamment les ouvertures et fermetures de portes ou encore le nombre de personnes au bloc opératoire. Et en conclusion de cet article, les auteurs disent qu'il est préférable finalement d'accroître les moyens sur la maîtrise de ces comportements par rapport finalement à l'utilisation de systèmes onéreux de traitement d'air.
Une étude maintenant qui visait à essayer de voir l'impact de la checklist au bloc opératoire sur la prévention des complications post-opératoires. C'est une étude qui a été menée à Michigan, qui faisait partie du programme Keystone Surgery Program Implementation, à l'image de celui qui a été effectué pour la prévention des infections sur cathéter par Peter Pronovost, et qui a essayé de voir de manière rétrospective s'il y avait un impact de l'utilisation de la checklist sur les complications. Et la conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'impact, que ce soit pour les infections post-opératoires, les complications de plaies ou encore la mortalité à 30 jours. Il n'y a rien de significatif qui ressort et donc une nouvelle étude qui est négative. D'autres récemment publiées dans des journaux chirurgicaux montraient un impact positif, donc une controverse qui est toujours en cours pour l'utilisation de cette checklist. Une seconde étude publiée dans le JAMA qui a recherché l'impact d'un bundle de mesures sur la prévention des infections post-opératoires en chirurgie orthopédique sur 9 États des États-Unis, avec l'utilisation de dépistage préopératoire pour le SARM et le SASM, et la décolonisation nasale et cutanée 5 jours précédant l'intervention par mupirocine ou chlorhexidine. Et puis également l'utilisation d'une antibroprophylaxie adaptée et qui a montré avec un large nombre de patients inclus, puisqu'on est de l'ordre de 15 000 interventions sur plusieurs années, qu'il y avait un impact de ce bundle sur la prévention des infections complexes sur prothèse totale de hanche ou de genou. Et on connaît bien la difficulté de la mise en place de ces mesures liée au fait qu'il faut de grands effectifs, et c'est une étude qui est dite pragmatique par le fait que le bundle a été appliqué en fonction du contexte hospitalier et n'était pas imposé à chaque hôpital. Une étude française maintenant publiée dans PLOS ONE qui est faite de l'épidémiologie sur les endocardites à Staphylococcus aureus, une étude multicentrique et qui est très intéressante par le fait qu'il y a un grand nombre de patients inclus, un grand nombre d'infections, et qui décrit très bien sur cette cohorte de patients la survenue des endocardites, avec quand même un grand nombre d'endocardites qui sont liés aux soins et avec probablement une grande marge de manœuvre pour la prévention de ces endocardites. On peut notamment constater qu'il y a un fort pourcentage de Bactériemia Staphylococcus aureus qui sont liés notamment au cathéter veineux périphérique, qui sont très probablement dans une grande majorité des infections que l'on peut prévenir. Un article maintenant intéressant publié dans BMJ qui reprend l'ensemble des indications pour le port du masque, que ce soit en situation hospitalière ou communautaire, avec une interface assez intéressante qui reprend les recommandations de l'OMS et du CDC et les situations dans lesquelles il faut porter un masque. C'est une revue de la littérature vraiment très exhaustive et qui sera une référence dans le domaine du port du masque. Un article maintenant publié dans CID, c'est une équipe française, équipe de Bichat, qui a essayé de voir si un panel de personnes voyageant à travers le monde, lorsqu'ils revenaient de leur voyage, s'ils étaient porteurs d'entérobactéries multirésistantes aux antibiotiques. Donc 600 personnes ont participé avec des prélèvements jusqu'à 12 mois après le retour de voyage. Et si l'on prend ces personnes, eh bien, on peut constater que des personnes qui voyageaient en Asie étaient à 73% porteurs d'entérobactéries multirésistantes, 50% en Afrique et 30% en Amérique latine, avec 5% qui étaient toujours porteurs 3 mois après leur retour, notamment chez les personnes qui revenaient d'Asie, avec une abondance relative de ces bactéries dans les selles qui était supérieure par rapport aux autres pays. Les facteurs qui étaient associés à cette acquisition de bactéries multirésistantes d'entérobactéries multirésistantes étaient le type de voyage, la diarrhée ou encore l'exposition aux antibiotiques. Donc un article de référence qu'il faut également lire à mon sens. Maintenant, quelques articles dont je souhaitais vous parler. Tout d'abord, cet article sur la chirurgie cardiaque qui montre que le volume d'intervention réalisé par un chirurgien est plus important finalement que le volume d'intervention à l'échelle de l'hôpital. Un article de référence avec des pointures dans le domaine de la réanimation sur le bon usage des antibiotiques en réanimation et comment réduire la consommation d'antibiotiques dans ce secteur. Une revue de la littérature de Noto sur l'utilisation de la chlorhexidine et la décolonisation des patients en réanimation, donc qui reprend l'ensemble des études et qui fait une synthèse de tous les résultats. 3 études avec une tendance à la publication d'articles sur la prévention des infections sur cathéter urinaire, notamment un protocole qui va être mis en place aux États-Unis de manière très large sur la prévention de ces infections, également 2 autres articles sur les systèmes automatiques pour limiter le maintien de ces cathéters.
Puis un article de Tumbarello, une étude européenne multicentrique sur le traitement des infections AKPC, un article également de référence, mais plus de l'ordre de l'infectiologie que de l'infection control, donc c'est pour ça que je me permets de le traiter de manière très rapide. Et puis trois choses trouvées sur Twitter, plus ou moins, notamment le Propias, les recommandations de la SF2H sur la maîtrise de l'air au bloc opératoire, l'ensemble des serious games qui sont très bien réalisés par le Séclin Sud-Ouest, et également un e-learning sur l'antibiotic stewardship que je vous conseille d'aller voir, éventuellement de vous inscrire. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes vacances et je souhaite également vous revoir pour la prochaine revue de la littérature qui aura lieu probablement fin août pour les articles publiés en juillet et en août. Voilà, bonnes vacances à tous.